Bon, bonjour à tous. On va commencer du coup. Bienvenue dans cette table ronde sur l'éco-conception des soins. Bon, je ne vois pas la moitié des gens. L'idée, c'est d'avoir un temps d'échange pour vous présenter deux exemples internationaux et les travaux de la NAP sur le sujet des éco-soins. Avant de commencer nos propos, un petit rappel sur ce que c'est un soin éco-responsable. Donc, c'est un soin qui a qualité, sécurité et pertinence égale, a un impact négatif moindre sur l'environnement. Donc voilà, ça pose le cadre du débat. Autour de la table, on a la chance d'avoir trois expertes internationales, renommées internationalement. On a donc Madame Isabelle da Ernesto Crespin qui travaille aux hôpitaux universitaires de Genève en Suisse. On a Sabine Lebizet qui travaille à l'hôpital de la Citadelle en Belgique. Et on a donc Jade Adler qui est une des expertes développement durable de la NAP, l'Agence nationale de la performance des établissements sanitaires et médico-sociaux. Et donc aujourd'hui on va commencer par la Belgique où on va vous présenter un exemple d'éco-soin. Et puis ensuite on passera en Suisse où on vous présentera la démarche des plus générales institutionnelles des HUG, des hôpitaux universitaires de Genève sur le développement des éco-soins. Et puis ensuite, on vous présentera les travaux de la NAP. Et surtout, on sera très intéressés. On a gardé un très grand temps de questions-réponses avec vous sur les différents travaux que vous pouvez mener sur ce sujet. Donc, je passe la parole à Sabine. Et donc, vous avez juste à cliquer pour passer. Voilà. Oui. Mais bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'être invitée par la NAP pour vous présenter un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il rejoint deux points qui m'intéressent fortement, à savoir la durabilité et l'innovation. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la réalité virtuelle qui a été introduite au sein de notre hôpital. Bon, un petit rappel, l'hôpital de la Citadelle, parce que voilà, je pense être devant un public plus français que belge. Nous sommes quand même dans un des plus grands hôpitaux francophones. Ah ben non, pas tout à fait. Bonjour. Nous sommes quand même un des plus grands hôpitaux francophones avec 600 médecins, 4100 collaborateurs et nous travaillons sur 3 sites. La durabilité chez nous, ça a été une priorité depuis 10 ans. Donc, on n'a pas attendu la législation, on n'a pas attendu la mode actuelle. On est quelque chose qui nous a préoccupés et pour lequel on a investi. Aussi bien au niveau des blocs opératoires, du développement durable dans tous les services et même dans l'hôpital. Nous avons chaque année un festival Hospi durable où nous entraînons tout le personnel dans des sujets divers qui touchent l'institution, patients comme soignants. Donc, la réalité virtuelle. Chez nous, nous l'avons découvert par un projet, en fait, qui vient de chez vous. Les petits doudous, ça doit parler à plus d'un d'entre vous. C'est une chose merveilleuse. C'est une infirmière de chez vous qui a créé ça. Et nous l'avons introduit ici au niveau du bloc opératoire des enfants, pédiatrie. J'ai un petit problème avec, mais ça ne passe pas. Ah, voilà. Ouf. J'ai un petit problème de... Pour revenir en arrière, si vous voulez bien. Donc, je disais au bloc opératoire où ça a été merveilleux aussi bien pour les parents que pour les enfants parce qu'il n'y avait plus de prémédication. Les parents étaient moins anxieux parce que les enfants étaient plus calmes. Et donc, c'est un projet qui a emporté l'intérêt de toute l'institution sur cette réalité virtuelle qui n'était pas encore introduite chez nous. J'ai proposé à tous les services qui étaient intéressés de pouvoir amener cette réalité virtuelle. Ici, nous l'avons fait dans des services comme la clinique de la douleur chronique, le CPMA, donc la procréation assistée, les soins intensifs, la pédiatrie oncologique, les soins palliatifs et aussi une psychologue de chez nous qui sont concentrés sur tout ce qui est phobie. Il fallait faire attention au matériel choisi. Donc, j'ai rencontré beaucoup de monde de ce côté-là parce que il faut être prudent, il faut être vraiment à la pointe de la technologie dans ce que vous allez choisir. Un matériel qui est facilement utilisable, qui peut être également avec des univers très différents proposés parce qu'un adulte n'est pas un enfant. Certains souhaitera plus être dans quelque chose de concret, d'autres dans quelque chose de plus abstrait et féerique. Donc, franchement, c'est important ce choix de matériel. Et ici,
Le but, c'était que toute personne qui entre dans un service puisse l'utiliser. Donc, les services où c'était implanté. On a créé des fiches simplifiées, mais aussi des ambassadeurs. Et le rôle d'ambassadeur est vraiment très important au sein d'un hôpital, parce que c'est ça qui permet d'entraîner la cohésion de tout un chacun pour porter cette réalité virtuelle auprès du patient. Ici, nous avons aussi, parce que c'était important pour moi, les éco-soins, c'est bien, mais j'ai une direction et il me fallait prouver vis-à-vis de cette direction l'intérêt de cette réalité virtuelle. Donc, dans tous les services où elle a été introduite, il y a eu des études. On a interrogé aussi bien les patients que les soignants. Et donc, j'ai eu des chiffres qui étaient très clairs, qui n'étaient pas les chiffres qui m'étaient annoncés par les interlocuteurs ou les gens qui proposent la réalité virtuelle. Ce sont vraiment des chiffres maison. Au niveau, par exemple, du CPAMA, j'ai une sage-femme qui a fait une étude sur la réalité virtuelle lors du prélèvement de vos sites, en voyant les résultats derrière. Et ça a tellement, je dirais, entraîné l'adhésion. Et il y a une telle demande qu'on a dû créer 2 consultations spécialisées réalité virtuelle. La première, c'est au niveau de la clinique de la douleur. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la douleur, des gens souvent ont vécu tout ça, ils se sont fait opérer, ils ont eu un vécu médicamenteux. Ils arrivent un petit peu au bout du tunnel et ils regardent la réalité virtuelle, pourquoi pas ? Eh bien, actuellement, ça a tellement pris chez certains patients que ceux-ci ont acheté le matériel pour l'utiliser chez eux. Ça sert à gérer aussi bien le stress, l'anxiété, mais aussi une aide à l'endormissement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très adapté au sein d'un hôpital et où les patients ont une réponse importante. Nous avons également une psychologue qui a créé une consultation au niveau des phobies. Et là où c'est très intéressant pour nous, c'est que, vous le savez, vous qui travaillez dans des institutions hospitalières, nous avons malheureusement des patients qui, par claustrophobie, ne peuvent pas suivre des examens comme l'IRM ou le scanner. Eh bien, je vais vous étonner par les chiffres. Ce ne sont pas des chiffres sortis de nulle part. Ce sont des patients de chez nous. Sur 100 patients, 98 ont pu passer l'IRM et le scanner. On était époustouflés parce qu'on ne s'attendait pas du tout à un résultat pareil. Donc ici, dans l'éco-soin, dans l'environnement, je suis de ceux qui ont fait le bilan carbone de l'hôpital. Et on sait très bien quels sont les points importants sur lesquels on doit jouer, les médicaments notamment. Eh bien, dans tous ces services où ça a été implanté, on a pu me pointer moins d'utilisation de médicaments et de dispositifs médicaux. Également, on continue la filière d'un point important au niveau de l'environnement, moins de déchets, des déchets B2 qui nous coûtent cher, qui coûtent cher à l'environnement. Au niveau du patient, ils ont tous parlé d'une réduction de la douleur et du stress. C'était vraiment quelque chose qui leur parlait énormément au niveau de cette réalité virtuelle. Et alors, il y avait également quelque chose d'annexe, c'était une meilleure adhésion aux soins, parce que il faut savoir que un patient qui est plus calme dans un premier vécu, dans un premier soin, mais il se fera soigner de façon plus calme et plus aisée. Et pour le soignant, c'est important. Nous avons également des soignants qui sont post-Covid. On vit tous avec des gens qui travaillent à flux tendu. Et ils me disent que, un patient plus calme, il y a une gestion vraiment beaucoup plus qualitative et un rapport patient-soignant qui est vraiment optimal grâce à cette réalité virtuelle. Donc ici, plusieurs m'ont parlé carrément de réduction de charge mentale. Voilà, moi, j'aime bien entendre ça du côté des soignants parce qu'on les entend toujours se plaindre et on se dit non d'une pipe, cette réalité virtuelle, eh bien, ça a un impact aussi sur leur quotidien, avec une meilleure qualité des soins. Parce que c'est facile de donner à un patient anxieux ou un patient qui a du mal à s'endormir ou quoi que ce soit, de donner un médicament. C'est une réponse facile, mais la réalité virtuelle, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus adéquat. Et, comme je l'ai dit, le patient peut le reproduire chez lui.
Il faut savoir que les 2 consultations de réalité virtuelle chez nous sont pleines à plusieurs mois à l'avance. Donc actuellement, on va devoir engager des psychologues pour continuer à répondre à cette demande. Et on ne demande pas mieux parce que franchement, au niveau de l'environnement, ce type de soins, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Il faut savoir que dans l'économie aussi, je suis je travaille dans un hôpital public, donc on ne va pas se le cacher, financièrement c'est complexe. Et c'est vrai que si on peut réduire les coûts au niveau des médicaments, des dispositifs médicaux, voire même de la durée de séjour pour certains, nous sommes tout à fait gagnants. Au niveau du personnel aussi, on a pas mal de cas de burn-out chez nous. Et la réalité virtuelle est aussi, on est en train de créer une salle où on accueille justement les soignants et avec la réalité virtuelle, on leur donne un endroit où ils peuvent un peu se relaxer. Donc franchement, c'est de tous côtés, c'est vraiment quelque chose qui était idéal pour nous. Et donc, pour prêcher une convaincue ici, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous qui proposaient ça, et je ne peux que vous inciter, que ça soit au niveau des éco-soins, c'est certain, à adopter ce type de bonne pratique. Parce que franchement, essayer, c'est l'adopter. Voilà, merci à vous de votre écoute. Alors, bonjour à tous. Merci Lana pour l'invitation. C'est rigolo parce que là, je suis toute petite, donc au moins, voilà. Pour une fois que vous voyez le visage. Alors, moi, je viens de Suisse et les hôpitaux universitaires de Genève, c'est un des 5 hôpitaux universitaires de Suisse. Il y en a que 5 dans tous les cantons. On est, pour le coup, le premier hôpital en volume d'activité. On aime bien un petit peu faire la compétition, donc c'est là qu'on le pose. Il y a 13 086 collaborateurs et collaboratrices avec 9 500 professionnels de santé. Il y a 160 métiers différents et on accueille plus de 250 000 patients par année. On est un hôpital de 2095 lits, on a 9 IRM et 7 scanners. Juste pour la petite histoire, en éco-responsabilité, durabilité, eh bien nous sommes peu fiers de dire que nous sommes le canton à Genève où nous avons le plus d'IRM au monde. Et quand vous savez ce que ça consomme en termes d'énergie et d'impact environnemental, on n'est vraiment pas fiers de ça. On est aussi l'hôpital qui a posé une des premières, je crois, stratégies de durabilité dans sa structure. C'était en 2022. Et là, on a 83 actions à atteindre d'ici 2050 selon 3 grands axes stratégiques. Le premier, c'est climat et santé. Le deuxième, égalité, diversité, inclusion. Et le dernier, consommation et production durable. Moi, aujourd'hui, je viens vous parler des 4 objectifs de l'axe 1, climat-santé. On doit quantifier notre impact environnemental dans nos pratiques. On doit aussi intégrer les dimensions parce qu'il va falloir changer les cultures des professionnels de santé. On doit adopter une gestion des médicaments plus durable et réduire l'usage de notre matériel à usage unique. Alors pourquoi c'est important ? Parce que dans le bilan carbone de notre institution, mais aussi dans toutes les institutions, on le voit de plus en plus, eh bien, ce qui pèse le plus, ce sont les médicaments et le matériel médical. Et j'ai l'habitude de dire aux collaborateurs et aux professionnels de santé que c'est le reflet de notre activité. Qui d'autre qu'un professionnel de santé prescrit, dispense des médicaments? En tout cas, c'est pas les jardiniers chez nous, c'est surtout pas les cuisiniers, ce ne sont que les professionnels de santé. Donc la problématique, elle est à nous. Vous entendez partout, il faut faire quelque chose pour l'isolation des bâtiments, etc. C'est juste. Quand j'ai commencé ma fonction, on m'appelait Madame Poubelle, j'étais appelée pour le tri des déchets dans les unités de soins. C'est 2% contre presque 50% sur notre activité.
Alors, la transition écologique dans les soins, chez nous, c'est engager les 9500 à changer notre façon de travailler et notre façon de penser. Il y a une histoire derrière la culture métier. On doit travailler autrement. On a mis plus de 20 ans, même voire 30 ans, à parler de qualité et sécurité des soins. On n'a pas le temps de mettre le même temps pour parler de qualité, sécurité et durabilité des soins. Alors au HUG, la dimension, c'est la transition écologique dans les soins. Et en Romandie, donc ce sont tous les cantons francophones, on a la chance d'avoir créé le réseau romand des soins durables. Quand j'ai pris mon poste en décembre 2022, je partais d'une page blanche parce que vous allez le voir, c'était un des premiers postes qui existait, la première fois qu'une soignante prenait une telle responsabilité. On a commencé par poser la gouvernance. Pour moi, le top management d'une institution doit être soutenant, doit nous accompagner, sinon ça ne marcherait pas. Donc on a créé le comité stratégique. Ensuite est venu le poste de responsable et puis en réfléchissant avec la direction, on s'est dit on va créer une communauté de pratique. Et là, c'était là où le soutien du management est important puisque le directeur médical et la directrice des soins ont juste rédigé un tout petit mail à tous les chefs des départements médicaux en disant dans 15 jours, merci de nous retourner un nom de soignants, un nom de médecins qui représenteront votre département au sein de la transition écologique dans les soins. Ils devront être mis à disposition 2 fois 2 heures par mois à disposition d'Isabelle. Ça, c'était chouette. Ensuite, on a aussi réfléchi à comment changer la culture. Et pour changer la culture, il faut se former et s'informer. Aujourd'hui, on a eu la chance de créer un programme de formation continue. Et enfin, une chose que je déteste le plus dans des grandes institutions comme les nôtres, c'est quand tout le monde fait la même chose en même temps sans se parler. Donc j'ai essayé de mettre une activité harmonisation des projets. Si la pédiatrie fait le bilan carbone du protocole du fixateur externe, par exemple, eh bien, les adultes ne font pas la même chose. On va travailler sur un autre protocole parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence si ce n'est la taille de la compresse. Alors, comme je vous le disais, c'était le premier poste. Alors, c'est chouette, c'est très fier, je suis ici devant vous. En revanche, partir d'une page blanche, le benchmark, il était assez difficile. Et j'ai eu la chance d'avoir une de mes collègues avec qui j'ai lié maintenant beaucoup d'affection à la NHS en Angleterre, avec qui on a un petit peu échangé et pour pouvoir lancer le tout. Ensuite, on a posé nos axes à nous. Le premier, c'est la révision des pratiques et de nos protocoles de travail. Le deuxième, c'est moi, professionnel de santé. 1, on forme les collaborateurs et les collaboratrices. 2, on éduque de manière thérapeutique nos patients et nos patientes. Vous demandez à n'importe quel médecin aux urgences de réduire la consommation de l'imagerie. Si les patients leur mettent la pression, chez nous on a des enjeux entre le public et le privé. Vous dites non, vous n'avez pas besoin d'un IRM du genou pour votre traumatisme. 9 séances de physio et ça suffit, monsieur, madame. La première chose qu'ils font, soit ils vont à la concurrence, au pire, ils ronchonnent entre eux et vous font une mauvaise presse. Et au pire, vous êtes dans la presse le lendemain matin. Donc on doit engager nos patients et nos patientes. Ils doivent comprendre les enjeux qui vont derrière. Celui-ci d'axe stratégique, c'est celui qui m'a valu le poste de chouchoute du directeur financier, puisque c'est la lutte contre le gaspillage. Je crois que je suis sa préférée depuis 2023 maintenant. Et enfin, un axe important, la recherche. Maintenant, ça va mieux, mais quand on a commencé, on avait très peu de données probantes sur lesquelles je pouvais légitimer le discours. On sait, quand on argumente, il y a les faits, les opinions et les sentiments. Les faits, je les avais pas trop au début. Alors, il y a une chose qui est extraordinaire. J'ai pu m'inspirer de la France, au CHU de Bordeaux. Ils ont un magnifique programme qui s'appelle la labellisation de leurs unités. Et quand on a échangé dans le cadre d'un congrès comme celui-ci, par exemple, je me suis dit, ça c'est top.
on y va, on enclenche. Alors depuis, on a créé un catalogue justement pour accompagner nos unités à se labelliser en éco-unité. Le catalogue, il comprend 3 parties à ce jour et une 4e verra le jour en fin d'année. Le premier, c'est informer sur les enjeux des impacts environnementaux. Le deuxième, c'est une 40aine de fiches qui révisent des protocoles à disposition des équipes. Et le dernier, pour les référents, pour les 51 référents de la communauté de pratique, on a fait un recensement complet de notre catalogue de formation pour leur donner les outils. Comment on accompagne le changement, comment on fait de la négociation, comment on gère un projet. On leur a fait un petit listing pour pouvoir les aider. Et puis on s'est mis un petit objectif sympa, c'est que d'ici 2030, 100% de nos unités devront être labellisées. On est en compétition avec nous-mêmes et avec Bordeaux aussi, il faut qu'on avance. Le processus de labellisation, il est simple. On voulait absolument un projet qui parle au terrain. Le top management nous soutient, mais le terrain doit agir. Donc seuls les responsables des unités de soins ont la possibilité de demander la labellisation, pas les managers des départements, les responsables d'unités, médecins et soignants conjointement, pas un ou l'autre, et l'autre. Ensuite, on les rencontre, on fait une séance de structuration, ils choisissent les fiches de manière autonome qui parlent le plus à leur activité. Parmi les 40 fiches, ils en prennent 1, 2, 3, 4, vous allez les voir, et ils enclenchent ça avec leurs équipes. On les laisse travailler pendant la durée qu'ils auront choisie, donc ils opérationnalisent la mise en place. Et on ira ensuite une petite matinée labelliser, voir s'ils ont atteint les indicateurs qui sont identifiés sur nos fiches. Et du coup, ils récupèrent un joli écolabel. Ensuite, il fallait quand même un petit peu inciter tout ce beau monde. Nous avons la chance à Genève et en Suisse d'avoir des personnes très généreuses et la fondation privée des HUG nous permet de faire une séance de remise de bourse et les 3 meilleurs départements qui auront eu le plus de points récupéreront une certaine bourse tous les mois de novembre. Cet argent ne pourra pas être utilisé à d'autres fins que réinjecté auprès des référents du département pour travailler sur un projet éco-soins et créer une nouvelle fiche. Donc les fiches éco-soins, elles sont ainsi faites. Vous avez ici tout en haut à quel axe stratégie elles appartiennent. Ensuite, vous avez le titre, par exemple ici, favoriser le PEROS à la forme IV. Et vous avez les fameux points TES illustrés avec des petites feuilles. On leur décrit quels sont les enjeux environnementaux qu'ils vont pouvoir challenger au travers de cette nouvelle pratique. On leur dit comment faire. La démarche, on vous recommande, on vous conseille, mais s'ils ont envie de faire autrement, c'est OK avec eux, avec nous. Et puis enfin, en se basant sur l'histoire des 3 piliers du développement durable, on répertorie les impacts environnementaux, le fameux impact social. On a eu la chance d'avoir un conseiller financier qui nous a accompagnés. Chacune des fiches a été évaluée sur le plan financier. Là, par exemple, on gagne 16,50 francs à chaque fois qu'on n'utilise pas une perf et qu'on passe au PEROS. Du coup, le management arrive à se projeter et avoir un indicateur de suivi sur le plan financier. Et ensuite, vous avez les indicateurs de suivi qui permettront à la fin de dire si oui ou non ils peuvent être labellisés et s'ils ont réussi. La fameuse remise de bourse, voilà, c'est le nombre de points de toutes les unités de soins du département qu'on va additionner. C'est le nombre de collaborateurs qui ont suivi le programme de formation. Ça va générer des points aussi. Voilà, globalement, c'est un peu l'histoire ici. Le fameux programme de formation qui vient d'être lancé, il comprend 8 capsules de 10 minutes pour pouvoir justement sensibiliser, accompagner. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur la 9e, 10e et 11e qui seront plutôt prévention et promotion de la santé, puisqu'on sait que ça aura un vrai impact sur l'impact environnemental. Alors les leviers, pour moi, ils sont assez simples. J'ai une chance folle que les enjeux de durabilité étaient intégrés dans les objectifs institutionnels et ça, c'est une vraie chance.
on a décidé de faire confiance et de rendre aussi les collaborateurs du terrain autonomes. Il n'y a aucune injonction, il n'y a aucune obligation des départements de s'engager, si ce n'est le côté incitatif de gagner, parce que quand vous êtes top manager et que vous arrivez dans la grande salle de 1000 places et que vous voyez que votre département, il a rien fait du tout quand les autres... Bon, ça marche un peu quand même, mais pour le reste, il n'y a pas d'injonction. On a donné aux professionnels du terrain le moyen d'agir à l'aide d'un catalogue, effectivement, et on essaye de respecter les cultures métiers. Vous ne vous adressez pas de la même manière à des soignants. Les soignants, ils communiquent entre eux dans un huddle, dans des colloques informels, dans des transmissions. Quand vous vous adressez à des médecins ou à des managers, vous devez avoir des faits scientifiques, des faits avérés. Ça doit être très structuré. Donc, on choisit les modèles de communication aussi. Nos résultats, aujourd'hui, on a lancé début d'année la labellisation. On est à 31 unités. Donc, on est assez content. En sachant qu'il y en a 239, donc on va mettre les bouchées doubles. On a 90% des départements médicaux qui sont engagés. On a plus de 800 des 9500 qui ont suivi les premières capsules, puisque la formation n'est pas complètement déployée, elle se termine début juin. Et on a 51 référents et référentes TES qui composent la communauté de pratique. Et un petit chiffre, puisqu'on a une de nos fiches éco-soins qui s'intitule le changement de literie éco-responsable, eh bien on a moins 10% du lavage de notre linge de lit, ce qui nous fait 100 000 francs d'économiser d'ores et déjà. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter divers outils de la NAP, parce que j'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous souhaitez savoir comment éco-concevoir les soins, et aussi que vous êtes curieux des innovations avec ce regard sur d'autres établissements, voire sur l'étranger. Et justement, nous avons 2 outils à la NAP qui vont vous permettre de faciliter votre démarche et d'en maximiser les bénéfices. Le premier outil, c'est la plateforme nationale des bonnes pratiques, qui est une sorte de recueil en ligne de nombreuses fiches projets. Il y en a environ 160 sur divers sujets de performance. Ces fiches sont écrites par des porteurs des projets sur le terrain, et vous en avez une majorité sur des sujets de transition écologique, dont 50 simplement sur le sujet des soins éco-responsables. Parmi ces fiches, vous avez notamment celles qui relèvent d'une enquête nationale que nous avons menée aux côtés du ministère de la Santé et de la CNAM. Nous avons reçu à peu près 400 retours du terrain et nous avons publié les meilleures fiches projets avec l'aide d'un comité scientifique. Et depuis, c'est une offre continue qui recense les projets tant d'établissements que de groupes de travail d'ARS, et également des projets qui sont de l'étranger mais applicables en France. Donc des projets d'établissements avec lesquels nous collaborons, mais également des partenaires véritables. On a la chance de compter parmi ces partenaires une fédération belge et une organisation canadienne, et également une trust du NHS. Donc ces fiches portent plus précisément sur les thématiques qui sont ici affichées, et chacune d'entre elles va comprendre donc les étapes du projet délimitées par le porteur sur le terrain, les ressources qu'ils ont allouées et les impacts environnementaux, mais non seulement. On parle aussi beaucoup de co-bénéfices économiques et organisationnels qui sont clés pour le passage à l'action. Ils ont recensé leurs freins, leurs leviers, et vous avez aussi des témoignages de plusieurs membres des équipes porteuses qui peuvent vous servir à accompagner le changement, à convaincre votre direction. Donc pour résumer, l'objectif il est triple, c'est de vous faire gagner du temps sur la planification de vos projets, de vous inspirer et également de vous offrir une visibilité sur vos gains potentiels.
Donc voilà comment se présente la plateforme. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet de l'ANAP et de cliquer sur le menu du haut sur Bonnes pratiques et de sélectionner la thématique soins éco-responsables. Nous avons déjà 12 000 utilisateurs et nous espérons vous compter parmi ces derniers. C'est totalement gratuit, vous n'avez pas besoin d'authentification. Et nous vous invitons aussi à partager en retour vos projets pour inspirer d'autres personnes et puis aussi parce que c'est le moyen de faire briller les succès de votre établissement. Notre deuxième outil, c'est des guides synthétiques sur l'éco-conception des unités de soins, disponibles à partir de l'automne 2025, mais nous devrions en avoir un premier sur les blocs durables d'ici un mois. L'objectif, c'était donc de synthétiser, en collaboration avec des sociétés savantes qui sont nos partenaires sur ce travail, l'ensemble de leurs recommandations qui sont pertinentes pour chaque unité de soins, avec un contenu qui sera donc très synthétique et qui renverra vers les ressources scientifiques sélectionnées par leurs soins. À chacune de ces recommandations, on a décidé d'associer des retours, des résumés de projets qui ont été portés sur le terrain pour montrer que ces recommandations sont directement applicables et portent de nombreux bénéfices. Vous aurez donc des renvois vers la plateforme précédemment évoquée et aussi pour motiver votre passage à l'action. Ces fiches seront toutes accompagnées de données sur l'impact environnemental de vos démarches et également les données économiques lorsqu'elles sont connues. Nous vous remercions et nous restons à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions suite à ces présentations ou des partages d'expériences de vos établissements ? Bonjour et merci d'abord pour les échanges. J'aurais voulu vous demander comment vous étiez parvenu à la diminution de 10% sur le linge dont vous avez parlé. Alors, probablement très simplement en se disant que on n'était plus obligé de changer un peu tous les jours. Ça, c'est l'idée, tout en respectant, en fait, en s'appuyant sur l'expertise de nos collègues aides-soignants, par exemple. Et dans la communication, la façon dont j'ai essayé de vendre ça, je me suis appuyée sur l'hôtellerie. Et j'ai dit, si le gagne-pain d'un hôtel, ou en tout cas sa réputation, depuis la nuit des temps, c'est les nouvelles serviettes tous les matins, c'est le linge tous les matins, etc., etc. Et si eux, ils ont été capables de prendre un virage sur leur cam à eux, en fait, si j'ose parler ainsi, alors nous, c'est pas du tout l'objectif de notre mission, on devrait y arriver. Et ça a fait un véritable écho chez les aides, où ils se sont sentis complètement responsabilisés dans l'évaluation quotidienne de est-ce que c'est nécessaire ou pas. Eux-mêmes, on fait rien d'autre, on leur dit, vous savez, vous êtes des experts, ça valorise sur le plan RH, ça responsabilise un métier qui quelquefois a besoin de l'être aussi. Et les deux fiches profitent de ça, les deux fiches qui marchent le plus aujourd'hui, c'est la toilette éco-responsable et le changement de lit éco-responsable. Ça leur a donné un vrai boost en termes d'engagement. Je commence ici et après je ferai madame. Bonjour et merci beaucoup pour vos témoignages. Quand on parle d'éco-soins, la tâche est tentaculaire parce que ça touche l'intégralité de nos activités. Première question, comment est-ce que vous avez ciblé sur vos établissements peut-être des priorités d'action en termes d'éco-soins ou est-ce que c'est opportuniste? Et deuxième question, nous qu'on a beaucoup, du coup je travaille pour l'hôpital Paris-Saint-Joseph et Marine-Lalongue à Paris. Et la question de nos équipes, c'est de se dire, ok, il y a telle option qui existe, mais quel est l'impact et comment est-ce qu'on s'assure que ce soit responsable ou en tout cas qu'on atteste d'une diminution de l'impact environnemental. Donc est-ce que vous avez des clés, des outils de mesure pour s'assurer de ce sujet?
la Citadelle, en fait, c'est suite au bilan carbone, on a créé des groupes de travail. Et donc, on a vu des personnes qui adhéraient, parce qu'il faut pas se le cacher, il y a des gens à qui on parle environnement, ça leur passe par-dessus la tête. Donc, quand on leur dit qu'on a des obligations, même des obligations légales qui nous attendent, et qu'on, comme chez vous, on propose, mais ils disposent. Et je trouve que on a la même démarche que chez vous. C'est-à-dire que, à partir du moment où certains services voient qu'il y a des éco-soins qui s'installent avec un retour, avec une qualité de soins, aussi bien pour le soignant que pour le patient, eh bien, on voit que la bonne pratique, elle est diffusée dans l'institution. Et ces groupes de travail qui, au début, entraînent, je dirais, 4-5 personnes, eh bien, au fur et à mesure des mois, on voit d'autres services qui s'y joignent. Chez nous, c'est une méthodologie qui a bien fonctionné, je dois dire. Nous, pour les fiches, le choix des fiches, on s'est mis à deux pendant 3-4 mois. On faisait autre chose à côté, mais environ entre 500 et 600 revues de littérature, 1500 heures de boulot, et on a pris tout ce qui était dans le monde déjà chiffré. Comme ça, comme on n'avait pas d'outil carbone, le carbone qui existe à la PHP aujourd'hui, et comme on sait que la CV c'est super long et que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout patiente, j'avais décidé que le catalogue sortirait au mois de juin 2024, donc j'avais 4 mois devant moi. Donc j'ai laissé le choix à personne. On s'est mis avec le stagiaire, on a revu la littérature revue, on a récupéré des données en Australie. À chaque fois on mettait un petit astérix en disant attention, ils n'ont pas les mêmes énergies que nous, bref, etc. On a mis des bémols et du coup ça nous a donné un peu une base quoi. Mais on était honnête avec le public cible et on leur disait attention, aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure de vous dire si on aura beaucoup diminué ou pas. Mais ça a marché parce qu'en fait, on a plutôt choisi le bon sens, puisque c'est ce que vous dites, hein, les unités, les collaborateurs, ils ont envie de s'engager parce que ça fait du sens pour eux. Et on a décidé avec la DRH de dire ok, aujourd'hui on va être un tout petit peu plus sur le bon sens du métier, valoriser le métier, leur donner la possibilité de se réinventer. Puis après on rentrera un peu plus dans le dur en 2026, mais là on a commencé comme ça. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur votre expérience justement suisse. Si j'ai bien compris, du coup, vous avez pour l'instant une initiative où les unités choisissent les actions qu'ils ont envie de faire. Donc, vous labellisez sur une ou deux actions qu'ils ont choisies. Comment est-ce que du coup, vous envisagez la suite pour que finalement, ils atteignent un niveau peut-être homogène où ils ont finalement checké toutes les fiches ? Alors en fait, ce que je vous ai pas raconté, c'est que on a informatisé le système, hein, et donc tous les mois de mars ou avril de l'année qui suivra, de manière automatisée, un email part chez les 2 responsables soignants et médecins de l'unité en question en demandant s'ils ont pérennisé ou pas l'action précédente. Ça veut dire que on sait qu'il y a peut-être des choses qui vont bouger, l'évolution de la médecine fait qu'on fait plus telle activité ou le protocole a été modifié, et donc on va chercher ça. À partir du moment où c'est pérenne, on considère que les points sont perdus. S'ils veulent être labellisés l'année qui suit, il faut qu'ils réenclenchent une nouvelle. Mais ça, ils le savent pas encore. Alors j'espère qu'il n'y a pas de Suisse ici. Voyez ? Ça, c'est la petite surprise du mois de novembre. Les journalistes, faut pas le noter. Voyez ? Ah non ? Elle m'a spoilé. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment très intéressant. Une question sur la réglementation. Est-ce que ce soit en Suisse, en Belgique, il y a une réglementation qui peut être aidante sur les sujets plus logistiques, restauration, comme ça peut être le cas en France, plastique, etc. Et même sur les soins éco-responsables, qui est finalement assez light en France. On peut en parler plus tard, si vous voulez. Non, mais voilà, au niveau législatif. Ah voilà. Bon bah du coup, je vais dire que moi je suis une infirmière, alors je m'en fiche de la législation.
Non, je plaisante. Oui, parce que la juriste, elle est à côté. Non, quand j'ai commencé, c'est hyper intéressant parce que dans le réseau roman dont on parlait, le partage des bonnes pratiques, il va falloir qu'on le fasse par canton parce que, par exemple, la législation des déchets, chez nous, elle n'est pas la même d'un canton à l'autre. Et pour éviter de vous donner trop envie, mais les HUG, ils ont une clinique de réadaptation qui est dans un autre canton. Donc j'aime autant vous dire que la filière déchets de notre fiche à l'intérieur du catalogue, elle a une espèce d'obsolescence, ça dépend où on la déploie. Ça c'est pour les déchets. Je sais que la restauration, je sais pas si c'est passé, mais par exemple on n'a plus le droit d'avoir du plastique dans ce qu'on emporte, si je dis pas de bêtises, ou c'est quelque chose, un incitatif, parce qu'on est quand même le pays du compromis, donc on oblige peu, mais on incite un peu, surtout financièrement. Et du coup, voilà, je crois pas qu'on ait de législation aujourd'hui sur l'éco-soin, pas. Pas en soi de législation, mais beaucoup d'entre nous, on va être soumis à la CSRD. Et dans la CSRD, on devra jouer avec les éco-soins. Donc c'est quelque chose qu'on devra suivre. Chez nous, au niveau cuisine, ils ont pris les devants. C'est-à-dire que on a les plats du lendemain, on apporte son récipient, on a un montant on essaye de diminuer la viande, mais on n'a pas attendu la législation pour le faire. Par contre, dans ce rapport CSRD qui est essentiel, puisqu'on sait tous que les banques ne nous suivront pas si on a des problèmes de ce côté-là, c'est clair que ce sont des données importantes. Donc il faut pas toujours que la législation soit là pour se dire qu'il faut rentrer. Même si la législation peut être plus large, mais je pense que dans la situation actuelle, on y viendra de plus en plus dans ce type de... Que ça soit, enfin chez nous c'est Wallonie, Flandre, Bruxelles, mais on sent vraiment une dynamique en ce sens de tous côtés. Ça c'est très très clair. Est-ce qu'il y avait une dernière question pour nos invités? Écoutez, je vais les remercier très chaleureusement d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Et merci à tous d'avoir assisté à ces échanges. Et n'hésitez pas à nous écrire aux unes et aux autres si vous avez des questions sur ce sujet passionnant des éco-soins. Bonne fin de journée!